La République a vu ses symboles attaqués. Les appels à la violence banalisés, voire, pire encore, encensés. Nous sommes les partisans d'une stratégie politique pacifique. Et la révolution que nous appelons de nos voeux, elle est citoyenne. Donc on ne nous fera pas passer pour autre chose que ce que nous sommes. Par contre, nous redisons que ce gouvernement n'est pas à la hauteur en matière de réponse politique. J'ai eu l'occasion sur une antenne connue de parler de l'esprit de Munich. L'esprit munichois, ceux-là. Ils sont prêts à tous les arrangements. Ils sont prêts à toutes les compromissions pour essayer de récupérer un mouvement qui naît, au fond, du mal-être des gens. Après avoir fait toute une tirade qui visait finalement à assimiler l'ensemble des gilets jaunes à des personnes finalement antisémites, homophobes, enfin il y a un dénigrement gravissime. Je veux dire, parler d'esprit munichois, c'est laisser sous-entendre que la manifestation est une manifestation de nazis. Cela, s'ils veulent pouvoir continuer à discuter, ils doivent dire que ces violences, elles sont inacceptables. J'espère que la sévérité sera exemplaire. Ça, c'est certains articles qui ont été... Hé, presse, putain! Mais vous êtes sérieux là, la presse? Putain, respecte la presse, bordel! En tout cas, je peux vous dire qu'ils n'auront pas le dernier mot. Depuis que ces événements ont commencé, nous veillons à procéder à des interpellations. Nous veillons à ce que la justice puisse condamner ceux qui se rendent responsables de ces actes délictueux et souvent très violents. Là dans la ruelle. Le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration, ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées, ceux qui arrivent aux manifestations cagoulés. Aujourd'hui, c'est une contravention. Demain, ce doit être un délit. Violence policière, on l'a vu encore ce matin. Oui, on a subi ce matin. Moi, ce matin, ils étaient prêts à me mettre en garde à vue. Pourquoi? Parce que j'ai un casque, parce que j'ai un bandana. Mais alors d'aujourd'hui, vu tout ce qu'on ramasse dans la tête, les flashballs, le gaz, si on ne se protège pas un minimum, parce que moi je reste pacifique depuis le début, comme toute ma bande, on est pacifique 100%. Après de là, donc on a pris un rond-point, ils ont décidé de nous disloquer. Imaginons un manifestant. Celui-ci arrive à la manifestation. À proximité, il y a des violences. Lui n'y participe absolument pas. Le gouvernement casse le droit de manifester. Nous sommes toutes et tous concernés. Voici pourquoi. Afin d'être le plus clair possible, nous allons prendre un exemple. Imaginons un manifestant. Celui-ci arrive à la manifestation. À proximité, il y a des violences. Lui n'y participe absolument pas. Bien au contraire, il cherche à s'en éloigner. Des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement sont alors lancés par les forces de l'ordre et notre manifestant se retrouve obligé de se protéger le visage. Il est alors arrêté par la police. Oui, simplement pour s'être protégé le visage, ce qui est banal, ce qui est humain, notre manifestant peut aujourd'hui être arrêté et recevoir une amende. Encore une fois, nous parlons d'un manifestant pacifique qui cherchait juste à se mettre à l'abri des gaz lacrymogènes. Cette personne, ça aurait pu être vous, un ami ou quelqu'un de votre famille. Difficile à croire, hein? Et pourtant, les derniers chiffres sont parlants. Sur les 8400 personnes interpellées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, au moins plusieurs centaines de manifestants ont été interpellés et placés en garde à vue avant même d'avoir pu rejoindre la manifestation et simplement pour avoir eu sur eux du matériel de protection. Bon, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. La situation pourrait empirer avec une nouvelle loi, la loi dite anti-casseurs. Reprenons le cas de notre manifestant pacifique dans une situation similaire. Celui-ci cherche à fuir les violences, se couvre le visage pour se protéger et se fait interpeller par la police. Sauf qu'avec cette proposition de loi, et sans entrer dans les détails juridiques, notre manifestant risque alors bien plus gros qu'une arrestation arbitraire. 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Une peine d'interdiction de manifestation. Et enfin, une inscription au fichier national des personnes recherchées en tant que personne interdite de manifester. En plus, avec cette loi, les préfets pourront désormais interdire à des personnes de manifester sur des motifs très vagues, très flous,
Et tout ça, très loin du regard de la justice. Comme je vous le disais, tout le monde est concerné. Salariés, chômeurs, étudiants, retraités, infirmiers, journalistes, avocats, tout simplement nous, citoyennes et citoyens, lorsque nous souhaitons exercer notre droit de manifester pacifiquement. C'est un droit fondamental qui est aujourd'hui gravement menacé. Le gouvernement casse le droit de manifester. Nous sommes toutes et tous concernés. Interpellez avec nous les autorités françaises. Rendez-vous sur amnesty.fr. On pense souvent aux tortures, aux exactions, mais ça peut être également les problèmes de justice, et même plus proche de la Suisse, il y a aussi ce qui se passe en France. Amnesty a par exemple dénoncé l'état d'urgence et les lois qui ont été mises en place dans le cadre sous prétexte des actions des Gilets jaunes, du coup de faire une atteinte à la liberté des gens, de déplacement, de regroupement, de manifestation. Mais est-ce que vous êtes entendu lorsque vous faites une condamnation? Donc vous écrivez, mais est-ce que les gouvernements réagissent, ou c'est vraiment l'opinion qui fait que ça peut amener le changement? Ça dépend. Le fait de dénoncer, ça fait qu'on met l'accent, on fait des focus sur des personnes qui ne seraient pas connues forcément autrement. Et puis ensuite, il y a des gouvernements, d'une part, qui sont quand même plus libéraux que d'autres, et d'autres qui ne sont pas du tout libéraux, mais qui se soucient quand même, au bout d'un certain temps, de l'opinion qu'ils peuvent donner d'eux au reste du monde. Avoir une bonne image, les grands pays, typiquement les pays... Voilà. Et si on exécute pour blasphème, par exemple, comme certains pays, ça fait mal dans le tableau. Donc il faut lâcher du lest, etc. Et puis il y a des pays dans lesquels c'est plus facile, si on dénonce certains cas d'atteinte aux droits humains, d'avoir des résultats. Il y a des pays impériaux, la Chine... Oui. Excellencies, c'est une longue journée. Si vous me permettez, je voudrais parler en anglais. Mon français n'est pas très bon. Well, good evening, Excellencies, friends, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me here today. I have been in Geneva for 6 months now, and it's a great pleasure to get to know this deeply international city, the home of the Human Rights Council, of my office, and so many vital humanitarian bodies. Dear friends, we live a time of great challenges: conflict, climate change, displacement, inequality. One can feel disheartened at policies which choose to respond to those challenges by denying the universality of human rights. I prefer to be hopeful and to be inspired by the great energy and strength of civic movements around the world, which repression is a powerful cry of rebellion against discrimination, injustice, and oppression. It is a call to join up with others who believe in human rights, to work for justice. We reach out and connect with other people's stories and lives, often very far away from our town. And it inspires us to come together and act. It makes us stand up for each other in the common humanity, for our shared destiny. I look forward to a wonderful evening and wish you a happy International Women's Day, and that the best way that we can commemorate and celebrate this International Women's Day is to continue fighting for human rights all over the world. Thank you so much. Cette information, l'ONU réclame à la France une enquête approfondie sur l'usage excessif de la force en rapport avec les manifestations des Gilets jaunes. La déclaration aujourd'hui à Genève de Michelle Bachelet, la haut-commissaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. En France, les Gilets jaunes protestent contre ce qu'ils considèrent comme une exclusion des droits économiques et de la participation aux affaires publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force.
C'est la sensation du jour à l'ONU qui fait la leçon à la France sur la crise des Gilets jaunes. Le monde a-t-il perdu sa boussole ? La France sermonnée, admonestée par l'ONU, c'est dans l'ordre des choses, c'est le rôle de l'ONU ou c'est irréel ? Donc la grande question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette opération onusienne ? Qui essaye d'essayer de salir un peu plus le gouvernement français ? Là encore, il y a des jeux d'influence qui se font au niveau international. Moi, je pense qu'on marche sur la tête avec un truc aussi fou. Cette commission était déjà intervenue il y a quelques semaines, il y a quelques mois même, pour attaquer la France dès le début. Nous inclure dans cette liste de pays qui seraient d'une violence spectaculaire. Alors peut-être qu'on nous cache des choses, mais je pense pas. C'est extrêmement grave. Donc je pense, oui, effectivement, qu'il y a une instrumentalisation de l'ONU. Et pour l'instant, comme Serge, j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit d'une manipulation politique. Et d'ailleurs, on ne sait pas qui a saisi l'ONU sur ces questions-là. Et ça serait intéressant de savoir qui a susurré à l'oreille de cette commission le fait que la France puisse être un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Évidemment, ces juges-là ne sont certainement pas irréprochables. Sophie, vous disiez, on est chez les fous ? Mais néanmoins, c'est-à-dire qu'on pourrait décider de considérer que Madame Bachelet, qui a été une présidente remarquée du Chili, finalement, elle a fumé la moquette. J'espère que la réaction du gouvernement français sera à la mesure de cette posture. Avec un peu plus de vigueur. Avec un peu plus de peps. C'est du pain béni pour LFI, le RN. C'est plus que du pain béni, c'est un miracle. Et il y a dans cette concordance de langage et d'expression entre la Commission des droits de l'homme de l'ONU d'un côté et un parti disons non gouvernemental comme la France Insoumise, quelque chose qui est un peu choquant. De mon point de vue. Peut-être qu'il politiquement s'explique aussi par la proximité de Madame Bachelet à une époque avec le gouvernement chaviste au Venezuela, connaissant les rapports de la France insoumise avec le Venezuela, il y a une espèce d'axe, si je puis dire, qui est quand même assez troublant. C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors le mouvement des Gilets jaunes est-il en train d'agoniser et surtout de se vider de sa substance initiale ? Alors aujourd'hui, des Gilets jaunes qui persistent, ils ne persistent dans le fond qu'une colère brute, parfois irrationnelle, d'où a émergé un goût pour la violence, l'antisémitisme, le racisme, le complotisme, bref, tout ce qu'il y a de pire chez l'homme. Aussi, vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Alors justement, les Gilets jaunes, avec vous, on va regarder. Donc on a vu que 55% des Français voulaient que ce mouvement s'arrête. Qu'en est-il aujourd'hui dans le fond ? Est-ce qu'on peut toujours parler de mouvement social ou vraiment de mouvement de radicalité où se sont agrégés les extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite ? Dans le fond, c'est une espèce de truc improbable. Ça n'a jamais été un mouvement de masse, même au tout début. Petit à petit, on a vu le soutien s'éroder, décliner, voire s'effondrer. On était à 51% au début du mouvement. Avec la sympathie, ça faisait 70%. On est maintenant à moins de 30%. Pour beaucoup de Français, oui, il faut que ça s'arrête. Il y a du côté des électeurs de droite qui ont du coup soutenu Emmanuel Macron un peu comme un rempart, l'idée qu'il fallait mettre fin à une certaine chienlit. Et puis aujourd'hui, ce mouvement, qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce que c'est dans le fond devenu une espèce d'écurie de branquignoles qui aiment la voltige ? Non mais c'est vrai. Non mais attendez. Il y a un moment. Quantitativement, quand on les écoute aujourd'hui. C'est pas très rationnel. Je pense qu'il ne faut pas regarder ce mouvement en comparaison avec les anciens voilà, mouvements. C'est ça. Quantitativement, il y a peu de monde. Que pèsent ces 50 000, 60 000 personnes avec en 2010, contre la réforme des retraites, Sarkozy versus Fillon, il y avait plusieurs millions de personnes dans la rue. Ils n'ont rien obtenu. Ces quelques gilets jaunes ont obtenu de la part du président les annonces du 10 décembre, avec en gros 10-11 milliards d'euros. Donc on ne peut pas traiter ce mouvement de manière quantitative. Même si maintenant il est de plus en plus décrié, même s'il y a clairement des infiltrations de l'extrême gauche, de l'extrême droite, le fait que le soutien et la sympathie, quoi qu'en baisse, avoisinent les 50%, est nettement majoritaire chez les sympathisants du Rassemblement national et à la gauche de la gauche, un canal historique, c'est-à-dire déclassement, pouvoir d'achat. Alors même que ces revendications ont complètement disparu des mots d'ordre des manifestations le samedi. Et la question... Il y a deux figures en fait. Il y a deux figures en fait qui
qui resteront ou qui ont émergé à travers ce mouvement et qui le rattachent à un mouvement social, c'est la femme seule, élevant seule ses enfants, travaillant pour des services à la personne notamment, et ayant en effet de grandes difficultés de revenus. Et puis, côté masculin, si j'ose dire, plutôt, des gens qui sont employés dans les services de logistique, ce qu'on appelle les caristes, qui sont le nouveau prolétariat en quelque sorte. Oui, mais et ces deux figures-là resteront. Alors, une société, un garage, j'embauche 12 personnes. J'ai 47 ans, c'est la première fois que je manifeste. Je manifeste pourquoi ? Pas simplement pour moi, parce que j'ai suffisamment pour vivre. Mais quand je vois tous les gens, notamment nos clients, qui se retrouvent dans des situations mais infernales et qui n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau, qui se présentent avec leur voiture, qui n'arrivent plus à payer quand on leur annonce 500 € à payer, les retraités aujourd'hui nous disent il faut que je paye en 3-4 fois. Je m'appelle Catherine. Voilà, j'habite sur Annecy. Moi, j'ai des problèmes de logement déjà et j'ai un problème financier. Pourtant, ça fait 30 ans que je travaille. On va me dire, ouais, tu gagnes bien ta vie, tu gagnes 2 000 € par mois. Oui, c'est clair, j'ai 2 000 €. Mais vivre sur Annecy, c'est un peu difficile. Vous faites quoi comme métier? Moi, je travaille dans une usine. D'accord. Et je travaille de nuit. J'ai 4 enfants, j'en ai 2 qui sont chez eux, tant mieux. Mais j'en ai encore 2 à ma charge. J'ai 2 jumelles qui sont à ma charge. Et mes filles veulent faire des études. J'en ai une qui va être péricultrice l'année prochaine et une assistante vétérinaire. Pour entrer dans les écoles, déjà pour celle qui est vétérinaire, il faut 8 000 € à l'année. L'autre qui va être infirmière et péricultrice par la suite, il faut donner quand même 2 800 € à l'année. Il n'y a pas des bourses dans des la situation? Si, mais ça ne couvre pas tout les bourses. Et c'est pas dit, le fait que je gagne 2 000 €, peut-être que mes filles n'ont peut-être pas le droit à la bourse, je ne sais pas, on a fait la demande pour l'instant, je ne sais pas, on estime que, alors que vous n'en sortez pas, que vous serez quand même trop riche par rapport au plafond que l'État a fixé. Même l'année dernière, on m'a dit, Madame Campion, vous n'avez pas le droit à la rentrée scolaire parce que vous avez trop gagné. J'estimais qu'en ayant 2 enfants encore à charge et en gagnant 2 000 € par mois, j'estime que non, j'ai pas assez gagné parce que moi, au niveau de mon salaire, je me prive. Parce que je me suis dit, je vais prendre un plus petit appartement, 11 € de loyer, plus les charges, ça me faisait en gros, entre l'électricité et le chauffage, ça me faisait 1 000 € par mois. Donc ça fallait qu'il me restait, en gros, sur mon salaire, 1 000 €. Vous allez me dire, c'est énorme qu'il vous reste 1 000 €. Mais d'ici là, il faut l'assurance appartement, les portables. Bon, c'est clair que les portables, j'ai avec des forfaits de 15 €. Mais il y a des assurances de voiture, des assurances de... C'est des coûts obligés, en fait. Des coûts imposés. Et moi, mon chariot me coûte, en ayant 2 enfants plus moi, ça me fait un chariot de 500 €. Ça fait qu'il me reste, on va dire, 500 € pour payer ce qu'il y a à côté. Et ma voiture, hier, même simplement hier j'en ai ma voiture, j'ai changé 2 pneus, une vidange et du liquide refroidissement, ça m'a coûté 400 balles. Et là, ce mois-ci, écoutez, je me serrais encore la ceinture, une fois de plus. Et mon appartement, moi, j'ai pas un 120 mètres carrés. Moi, je vis avec mes 2 enfants dans un 9 mètres carrés. Alors, je vous dis, un 9 mètres carrés, c'est pas possible. Si, mais moi, mes gosses, ils ont à manger dans leur frigo. Je peux payer mes charges. Je peux payer, c'est tout ce qui nous... Et vous n'avez pas droit à la prime d'activité Non, parce que soi-disant je dépasse. Vous dépassez, mais alors dans votre situation, vous expliquez, elle est dramatique, vous n'arrivez pas à en sortir. Pour le gouvernement, vous êtes considéré comme riche. Voilà. Donc on est riche très rapidement en France. Mais le pire, c'est que je vis seule avec mes filles. Donc on dit... les gens qui vivent tous avec leurs enfants, ils sont encore moins aidés que quelqu'un qui sont en couple. Exactement, parce que j'ai vu un reportage, je ne sais pas si vous l'avez regardé, c'était Envoyé spécial avec Élise Lucet, et elle montrait donc une situation comparable à vous, où c'était un couple qui gagnait, alors l'un travaillait, l'autre ne travaillait pas, dans les 3 000 à 4 000 €, et elle disait qu'elle ne s'en sortait pas, et donc ils ont fait la demande, apparemment ils ne l'avaient pas fait, et elle a droit à 400 € d'aide. Ouais, mais moi, j'ai pas le droit. On arrive dans une vie où on n'arrive plus à gérer. Moi, bientôt, mes filles vont faire des études. Je me demande comment je vais leur faire pour leur payer les frais de route pour aller à Annemasse ou à Grenoble ou à Lyon. Vous avez une vieille voiture, j'imagine. Vous n'avez pas les moyens d'acheter une voiture neuve. J'ai une voiture qui a 4 ans. Oui. J'ai une voiture qui a 4 ans, une toute petite, crédit, 160 balles par mois pendant 4 ans. Et encore. C'est une diesel, j'imagine? Non, pas du tout, c'est une essence, monsieur. Mais j'évite, je la prends juste pour aller au travail. D'accord.
juste après le travail, je vais même faire mes courses en bus pour pas que ça me coûte trop cher. Parce que l'essence a beaucoup monté et puis s'il y avait eu encore une augmentation supérieure. Ouais. Et encore, tu vas au boulot en trottinette pour pas dépenser de l'essence. Ouais, et c'est vrai. Et je vais, comme ma soeur elle dit, pour pas dépenser mon essence, parce que j'ai un budget de 60 € par mois pour ma voiture. Et quand j'ai plus d'essence, je prends ma trottinette électrique et je vais au boulot, je fais 3 km en trottinette électrique. Et voilà. Et je vous ferai voir mon appartement. Tout ce que j'ai payé, vous serez sidérés. Voilà, je vais faire vous découvrir mon appartement 9 mètres carrés avec 2 enfants. Parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir un appartement, ni des bureaux pour mes filles, ni des chambres. Je vous fais voir où elle dort. Bon, elle dort, si vous pouvez grimper, il y a un matelas là au-dessus. Voilà. Il y a un grand matelas de 2 places où ils peuvent dormir. Là, c'est leurs affaires d'école, où j'ai pas de place pour les ranger. Voilà. Là, elle est en train de travailler. Bon, ma fille ne veut pas se faire filmer parce que, en gros, elle a un peu honte. Je la comprends un petit peu. Mais pour ça, pour que je puisse vivre je pense pas qu'elle doit avoir honte parce que vous sacrifiez pour pouvoir. Oui, mais c'est un peu dérangeant pour elle. Oui. C'est un peu dérangeant pour elle parce que, écoutez, je peux pas lui offrir une chambre, je peux pas lui offrir son quotidien. Mais par contre, j'ai des enfants qui font des études et elles font leur travail. Je leur donnerai n'importe quoi pour qu'elles puissent réussir. Voilà. Je sais que je peux pas leur offrir un appartement, mais par contre, vous pouvez regarder. Je me prive. Je me prive pour qu'elles puissent avoir à manger. Voilà. Parce que c'était soit l'appartement ou le frigo. Donc c'est une seule pièce qui fait tout. Ouais, c'est un 9 mètres carrés. C'est un 9 mètres carrés. Voilà. Ouais. Là, j'entasse du linge. Je vais vous faire voir. Parce que j'ai pas les moyens de mettre une armoire. Voilà. Et puis quand on a froid de temps en temps, on se met des bouillottes. Vous voyez. Voilà. Une bouillotte, c'est bien chaud. Voilà. Regardez, hop, je vais vous faire voir. Hop, et bien voilà. Là, c'est l'armoire. C'est clair qu'elles ont des vêtements, parce que je peux leur offrir des vêtements, parce que je peux pas me payer un appartement. Elles ont des vêtements, elles ont de quoi se changer. Au moins, elles ont ça. Si elles n'ont pas de chambre, elles ont ça. Après, je vais leur faire voir leur quotidien, parce que j'ai une douche et un toilette, mais par contre, c'est une véranda sur le balcon. Ils ont fait une véranda sur le balcon. Je vais vous faire voir. Je suis obligée de pousser la table. Excusez-moi, je pousse la table. Je sais pas, voilà. Et je suis très en colère parce que j'arrive à l'heure d'aujourd'hui que je ne peux pas loger mes enfants. Parce que si je loge mes enfants dans un appartement un peu plus grand, on ne vit plus. Venez voir. Voilà. J'ai installé. J'ai fait en sorte d'avoir une cuisine équipée. Parce qu'il me fallait une cuisine équipée. Au moins, j'ai un luxe d'avoir une machine. C'est déjà pas mal. C'est bien. Voilà. Et voilà. Et là, j'ai les toilettes. Sur le balcon. Faut dire qu'on est sur le balcon. Hein. Là, vous êtes sur le balcon. Regardez. Il fait frais. Regardez, il y a même de l'eau. Regardez, vous voyez, il y a même de l'eau dessus. Et je vous promets que le soir, ça fait froid. Donc vous avez de la condensation. Voilà. Il fait froid. Oui. Voilà. Parce qu'en ce moment, on a des températures négatives. Voilà. Attention. Voilà. On va pas se bousculer. C'est le coin où il y a une douche. Alors, le coin douche. Vous savez, quand j'ai pas de sous pour mettre de l'essence dans ma voiture, je vais mettre une trottinette électrique, comme on va faire pour mes 50 ans. Voilà. Du mal, je ne sais pas comment vous accédez à la douche. Ah, parce que je suis petite, monsieur, et je suis pas grosse. Donc, voilà, la douche. Je ne sais pas, elle est occupée. Attendez, en plus. Je vais mettre la lumière. Attendez, on se sert, vous voyez, on se sert. On se sert, là. Ouais, voilà. C'est peut-être. Et voilà, c'est en mon linge comme ça, monsieur, regardez. Voilà. Bon, là, j'ai du linge à laver, hein. Et vous pouvez regarder, et ici, c'est bien la douche, hein. Vous voyez. Et la douche, c'est moi qui l'a demandé de la fabriquer. Parce qu'au début, j'avais une cabine de douche, mais elle était toute pourrie. Et pour les jeunes de mes enfants, j'ai fait ça. Okay. Voilà. Et là, vous avez mis un rideau parce que pas que mis un j'en rideau voie, mais on a la vue voilà. sur Annecy. Voilà. Et vous pouvez regarder. Oui, et puis également le froid, c'est quand même assez magnifique. On est à un balcon. Ouais. Mais monsieur. Mais du coup, vous avez enlevé la porte? Non, il n'y a jamais eu de porte. Parce que c'était le balcon. C'était un balcon comme ça, vous pouvez faire voir, regardez. Je vais vous faire voir un balcon. Voilà. Les balcons comme vous avez là, oui, un petit balcon là-bas. Oui, je vois, c'est pareil. C'était le même. Mais sauf que le propriétaire, il a fait une véranda. D'accord. Et vous, voilà. Donc, et ça, typiquement, c'était des chambres de bonne. Très étroit. Et je suis obligée de laisser ouvert parce que si vous fermez, après, vous ne pouvez plus respirer. Oui, parce que vous faites la cuisine. Invivable. L'été, ça monte jusqu'à 35 degrés ici. Et vous n'avez pas droit donc à un logement social, à des aides? Le problème qu'il y a, c'est que vous on propose, comme je vous dis, si je fais ma demande d'HLM, oui, Madame Campion gagne 2 000 €. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on va me proposer un HLM en cité à 750 €, juste le loyer. J'estime qu'au-delà de 2 000 €, en vivant dans une ville riche comme Annecy, vous ne pouvez pas vous loger, vous n'avez pas le droit. On estime que vous êtes riche. Voilà. L'État vous estime que vous êtes trop riche. Voilà. Riche, je ne sais pas comment, mais je suis riche.
Voilà. Je pense que voilà, c'est le paiement avant des Pourquoi impôts. vous n'avez pas le droit vous vous êtes renseigné, vous avez quand même... J'ai fait la demande. Quand vous avez fait la demande, donc peut-être vous aurez une surprise. Il avait dit qu'il augmenterait de 100 €. Mais vous êtes au-dessus du SMIC, donc on vous considère... Ouais. Donc, Mais je gagne 1900 € parce que je travaille de nuit. Hein. donc vous avez un salaire qui est faible quand même. Voilà, aussi. voilà. Ah bah si, parce que mon patron ce mois-ci m'a donné une augmentation. Mais si j'avais pas l'augmentation, si j'avais pas eu, si je retire toutes les Est-ce qu'il primes. vous a donné la prime que M. Macron a demandé au patron, gentil patron, de donner en décembre Oui, 130 €. 130. Donc on est loin des 1000 € des sociétés comme Total. Voilà. Ah bah non, moi c'est des trucs mensongers. Ouais, non, je vous promets que toutes les nuits, je rentre à 4 h du matin, à 5 h du matin, en trottinette pour revenir jusqu'ici chez moi, parce que j'habite quand même à 3 km quand j'ai pu descendre dans ma voiture. Mais tout ça, là, monsieur Macron, je suis désolée, il faut regarder de quoi, où vous logez les gens déjà. Parce que lui, payer 800 € de loyer, c'est impossible. Sur mon loyer de comme ça s'appelle, de 2000 €, c'est impossible. Je suis désolée. Juste pour expliquer la situation, donc votre fille est en train de faire ses devoirs, de réviser, donc on voit, elle a des maths, des trucs, donc elle travaille bien à l'école. Non, mais mes enfants, je les pousse aux études. Elles ont 20, Regardez, c'est pas... Regardez Elles travaillent super, vous pouvez regarder, monsieur. Elles ont des bonnes notes. C'est pas des... Vous voyez, je veux que mes enfants travaillent. Elles ont quand même... Regardez, bon, douce. Ouais. Regardez. Moi, la solution, c'est qu'elles ont des bonnes notes. Je fais tout pour que mes enfants réussissent. Vous êtes inquiet, c'est-à-dire que si elles doivent faire des études en dehors d'Annecy, vous ne pourrez pas financer, parce que ça coûterait trop cher. Je sais, je vais encore me serrer ce mois-ci, et tous les mois, je vais me serrer pour que je puisse leur offrir l'avantage d'aller à l'école. Et voilà, pourquoi elles n'auront pas le droit d'aller à l'école, même si ça me coûte une fortune, même s'il fallait faire un crédit pour qu'elles puissent aller à l'école, je serais obligée de faire un crédit. Là, je vais essayer de leur payer leur permis de conduire. Je les ai inscrits au code parce qu'absolument, il faut savoir si elles doivent partir à Annemasse, si elles doivent partir à Lyon, si elles doivent partir à Grenoble. Il faut une voiture, il faut de l'essence, il faut peut-être un logement. Mais tout ça, c'est pas du luxe. Il faut de la vie. Voilà. Si je veux qu'elles réussissent, j'ai pas envie que ce soit mes filles et des cas sociaux, qu'elles vont demander à gauche et à droite des trucs. À gauche, demander, j'ai pas envie que ma fille reste dans les rues en train de crever de faim ou faire la manche. Je veux que mes enfants s'en sortent. Je veux que mes enfants réussissent dans la vie. Je veux leur donner le pouvoir si je peux. Et si je dois faire des crédits, je ferai des crédits. C'est quand vous êtes en train de vous expliquer à une télévision étrangère, télévision suisse. Ces problèmes de société donc, sont connus aussi en France. J'ai vu un reportage de France 2 avec Madame Musset qui avait fait un reportage, etc. Ou est-ce que c'est un peu les médias qui veulent aller dans le sens du gouvernement? Elle disait que leur situation s'était beaucoup améliorée avec les propositions de M. Macron. Et on voyait donc le cas d'un couple qui gagne plus que vous. On parlait de 3 ou 4 000 € et qui avait des difficultés, ça je ne doute pas. Elle disait qu'elle ne s'en sortait pas parce qu'elle avait également les 4 enfants. On a très bien compris qu'on ne s'en sort pas. Mais que le gouvernement pouvait lui donner une prime de 400 € par mois de prime d'activité. Et vous ne l'avez pas le droit parce que vous êtes... Non, j'ai pas le droit. Je sais que j'ai fait ma demande, c'est dommage que j'ai pas... Mais ça m'aurait intéressé. Et vous êtes sûr, vous n'avez pas le droit, parce que vous ne pouvez pas prétendre, vous êtes dans la difficulté, on voit, vous avez le logement, vous ne pouvez pas demander au restaurant du cœur, faire les trucs, c'est le système D, quoi. Non, le système... non, parce que les restos du cœur, j'ai pas le droit, parce que c'est clair que il y a peut-être plus malheureux que vous, il y a ça aussi. Et j'estime que... et puis on a bien compris que votre salaire, en fait, vous le dépensez pour un peu de la nourriture de qualité pour vos enfants aussi. Et puis il y a un phénomène qui est très troublant, qui est la complicité objective d'un certain nombre de manifestants qui continuent d'aller manifester en faisant semblant de ne pas voir qu'il y a à côté d'eux des gens qui sont là pour la violence ou à côté d'eux des gens qui ont des slogans antisémites ou ainsi de suite et qui disent non, moi je suis un bon manifestant. Et ça, c'est aussi insupportable parce que c'est une hypocrisie monstrueuse. Alors, justement, quand ces gens-là sont dans les cortèges, ils ne peuvent pas ignorer les groupes violents qui sont au milieu des cortèges. Absolument. Et alors, c'est ce qu'a dit le président de la République, d'ailleurs. Il l'a dit, il faut dire que quand on va le samedi à une manifestation violente, on se rend complice du pire. Oui, c'est évident que c'est sa ligne pour essayer d'influencer les gens et les convaincre de ne pas y aller.
faut bien voir que ça ne donne pas beaucoup de résultats pour le moment. Ils sont toujours là, de samedi en samedi. On ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait, à vrai dire. Ils ont leur rite. C'est pas désagréable de venir visiter Paris. Ça va être de mieux en mieux puisqu'il va faire de plus en plus beau. C'est une balade comme une autre. Faire du tourisme à Paris en défendant des revendications. Voilà, moi je pense qu'en 2048, on en sera encore là. Vous m'avez posé la question Oui. tout à l'heure de la question si les gilets jaunes étaient antisémites. On n'est pas du tout raciste. Vous avez mis des mains. De toutes les couleurs. Eh oui. Voilà. Non, ça n'a jamais été un problème pour nous. Ça. Ceux qui instrumentalisent ça, c'est pour d'autres raisons. Donc pour vous, c'est encore de l'instrumentalisation, un peu... On cherche toujours des prétextes, le gouvernement, il cherche tous les prétextes alors. Dans notre pays, si nos juifs sont attaqués, on les défendra. D'accord. Nous, on est allés à Genève, c'était Oui. bien. Hein. Donc vous avez apprécié l'organisation? Ah oui, l'organisation, tout à coup, 2 motards qui arrivent. Ils nous ont emmenés sur la place de l'ONU. Génial. Les motards suisses? Les motards, oui, D'accord. suisses. Hein. Génial. Hein. Bien. Ils ont surgi jeunes chez nous. Ils sont mis devant le car et... Si la Suisse est devenue le pays des droits de l'homme, a pris la place de la France. Il y a soleil et chaud. Depuis un mois, on travaille sur un dossier où nous avons recensé toutes les victimes blessées et décédées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Donc ce dossier, on a la chance aujourd'hui d'être reçu par un officiel de l'ONU et nous allons le remettre ce dossier afin qu'il l'étudie et qu'il fasse cesser auprès de notre gouvernement français toutes ces formes de violence. 1, 2, 3, 4. Portant sur le droit à manifester pacifiquement et l'usage proportionné de la force. Madame Macovei, 1 minute. Merci. La résolution que nous avons votée aujourd'hui condamne les interventions violentes et disproportionnées, l'utilisation disproportionnée de la force par rapport des forces de l'ordre contre ceux qui protestent de façon pacifique. La résolution condamne surtout l'utilisation des armes non létales. Dans les 2 premières semaines du mouvement où il a été absolument tétanisé, il n'a pas su quoi faire. Depuis, il a eu une conduite de la crise qui a été une réussite et qui est saluée par l'opinion dans les sondages de nos amis. Moi, je connaissais beaucoup de gens, y compris de sondeurs, je ne parle pas pour Fred, de gens qui disaient « on ne verra jamais un président remonter. Quand la chute est amorcée, elle est là. » C'est vrai, ouais. Et c'est une remontée qui est une véritable remontada, comme diraient nos amis. On l'a d'autant pas dit qu'il l'avait déjà fait. Il l'avait fait à l'automne. La deuxième fois. C'est la 2e fois hors période de cohabitation qu'un président remonte de l'enfer de la popularité, même si il reste largement impopulaire à plus de 2 tiers. Alors 80%, 70% des Français soutenaient le mouvement des Gilets jaunes, ce qui était vrai au début, puisque c'était un mouvement effectivement sympathie, enfin qui appelait la sympathie. Mais aujourd'hui, les choses se sont inversées. Comment vous l'expliquez, vous ? Enfin, inversé, pas tout à fait. Emmanuel Macron, c'est vrai, retrouve un espace politique qu'il avait perdu en novembre. Mais si on prend les chiffres qu'a évoqué Frédéric Dabi tout à l'heure, il aurait dû continuer de descendre quand même. C'était ça qui était dans la logique des choses. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le taux de Français qui soit soutiennent, soit ont de la sympathie, encore maintenant, après 15 semaines, 15 samedis de Gilets jaunes, pour ce mouvement. Et ça dit quelque chose qu'Emmanuel Macron ne pourra pas ignorer lorsqu'il s'agira de restituer les conclusions du grand débat. Dans une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, on a 38% des Français qui considèrent, qui pronostiquent le fait qu'Emmanuel Macron et son gouvernement prendront en compte les avis issus du grand débat. Ça veut dire que 62% ne le pensent pas. Je trouve que ce chiffre de 38% est particulièrement
encourageant. Ouais. Il va au-delà du socle de popularité du président. Il dit il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire collectif. Le roi n'est plus là. On a essayé ensuite de réinvestir ce vide et d'y placer d'autres figures. Ce sont les moments napoléoniens et gaullistes notamment. Donc on a le sentiment qu'entre De Gaulle, Napoléon et lui, il n'y avait plus rien. Est-ce que cette figure du roi dont il parle, est-ce qu'il en a été dans le fond victime? Parce que fondamentalement, il pense, quand il dit qu'il y a une absence dans la vie politique, la figure du roi, il parle de lui. Et est-ce que là, les gilets jaunes qui voulaient lui couper la tête, est-ce que une modification dans la tête Moi, je crois que c'est plus compliqué que ça, parce que pendant 18 mois, il a fait ça, Macron. Il a essayé de réincarner une personnalité qui prend la place qui était celle du corps du roi jadis. Ouais. Évidemment, il a été contesté sur les ronds-points, dans l'opinion, et il s'est même fait haïr par certains. Mais je ne pense pas qu'il ait perdu pour autant son autorité présidentielle. Regardez par exemple ces gilets jaunes qu'on voyait interviewer dans les rues de Paris et qui criaient « Macron démission ». Quand on leur demandait ensuite ce qu'ils voulaient le plus, concrètement, tout de suite, ils disaient « voir Macron ». C'est-à-dire que la politique de Macron, le fait que ça ne donne pas des résultats pour nous qui ne voulons pas être déclassés, qui ne voulons pas devenir pauvres, qui voulons payer moins d'impôts, la politique de Macron, on ne l'approuve pas. Et donc, du coup, on dit Macron, ça ne va pas, Macron démission. Et en même temps, on sait bien que c'est lui qui prend les décisions, qu'il ne partira pas, qu'éventuellement même, il est capable d'aller dans les villages guérir les écrouelles. Et on le considère aussi comme cela. Je crois que ça a été un tort de beaucoup d'observateurs de croire que son quinquennat était cuit, qu'il n'aurait plus l'autorité nécessaire pour faire des réformes. Je crois, moi, depuis le début de cette crise, que quelle que soit la façon dont on sort immédiatement de la crise, sa seule chance de continuer à être là et à être réélu, puisque c'est ça l'objectif de tout homme élu en place, sa seule chance, c'est de continuer les réformes. C'est de montrer qu'il est fidèle à lui-même. Et qu'il va pouvoir continuer d'agir parce qu'il n'y a plus rien en dehors de l'extrême droite, en dehors de Marine Le Pen. Oui. Il n'y a rien. Et ce paysage-là est totalement inédit en France. Alors on peut l'expliquer par mille et un facteurs, mais néanmoins il est là. Et c'est ce qui fait que, au fond, les sondages d'opinion lui sont favorables aux élections européennes. Et c'est ce qui fait qu'il reprend aussi un peu du poil de la bête en termes de popularité. Personne ne peut le contester. Il n'y a plus personne à droite. C'est pas Laurent Wauquiez qui va lui faire de l'ombre. Et à gauche, c'est un spectacle hallucinant et pitoyable. Voir l'événement de la gauche hier ou avant-hier, c'était la candidature de Benoît Hamon au nom de l'unité de la gauche. Enfin, je veux dire, on se pince. Mais c'est ça la tragédie politique aujourd'hui. Les Gilets jaunes eux-mêmes ont essayé de rajouter des couches de politique sur le social. C'est incroyable que personne dans les oppositions n'ait su en profiter. Ils ont couru comme des malades derrière les ronds-points. La France insoumise y a laissé sa chemise et le Rassemblement national, ça ne marche pas non plus. On pourrait penser et estimer que la crise des Gilets jaunes a servi Emmanuel Macron parce que les partis d'opposition qui étaient déjà dans un état bien médiocre avant le début de la crise des Gilets jaunes se sont abîmés pendant cette période et aujourd'hui sortent plus faibles qu'ils ne sont rentrés dans cette crise. Roland parlait tout à l'heure du Rassemblement national. Mais on peut dire la même chose de la France insoumise. Et on peut dire la même chose de Laurent Wauquiez et de son parti, les Républicains. Un mouvement social extrêmement violent, mais qui n'a rassemblé au plus fort de la mobilisation que 300 000 euros, que 300 000 personnes, mais il n'est pas rattrapé, il va continuer son quinquennat. Enfin, il a été bien mis en difficulté, il était bien le dos au mur. C'est vrai. Allez, on dit juste un mot, Frédéric, on ne peut pas se quitter sans parler un mot des européennes et donc le dernier sondage, enfin le vôtre, donc la République en marche, Modem 24% et le Rassemblement national, donc Marine Le Pen 20%, les Républicains 10%, Europe Écologie à 9%, la France Insoumise à 7%, le PS à 6%. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on refait le match un peu de la présidentielle. En continuité avec ce qui vient d'être dit lors de ce débat, c'est toujours, on est en continuité avec le Big Bang électoral de l'élection présidentielle.
cas, moi, je suis très content. Il y a même des huissiers qui sont prévus sur le terrain. Il y a une procédure. Regardez nos 2 minutes comme on s'était tous engagés. Je vais donner. Il y en a marre. Ok, les vieux, ils ont travaillé, on leur prend tout sur leur retraite, ils ne peuvent pas se loger. Quand ils ont un bien qu'ils ont acheté il y a 50 ans. Excusez-moi, je crois que tout le monde a été d'une grande courtoisie avec vous, moi le premier. Alors, vous voyez, en plus vous foutez la merde. Excusez-moi, c'est eux qui ont voulu, je m'en vais. Vous avez répondu. Non, mais il faut être collectivement respectueux les uns des autres. La commissaire aux droits de l'homme de cette organisation, Dunja Mijatović, a rendu public mardi un mémorandum sur le maintien de l'ordre et la liberté de réunion dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes en France. Les armes de force intermédiaire, euphémisme pour dire que celles-ci mutilent davantage qu'elles ne tuent, sont montrées du doigt. On apprend dans ce document qu'à la date du 4 février, les forces de l'ordre avaient procédé à 12 122 tirs de LBD 40, 4 942 lancers de grenades de désencerclement et 1428 lancers de GLI F4. La commissaire observe notamment que les blessures à la tête occasionnées par des tirs de LBD révèlent un usage disproportionné de la force ainsi que l'inadaptation de ce type d'armes au contexte d'opérations de maintien de l'ordre. Elle recommande donc de suspendre l'usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Peine perdue. Hier, Emmanuel Macron a défendu publiquement le LBD, expliquant que pour s'en préserver, la meilleure manière d'éviter ces utilisations et ces cas, c'est d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser les vitrines, casser les institutions ou s'attaquer aux forces de l'ordre. Je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public ni de se défendre. Pour remplacer les manifs, le président a son idée, comme l'a rappelé hier Benjamin Griveaux. Dans une invitation collective, suggérer aux manifestants de se rendre dans les réunions d'initiatives locales qui se tiennent. Il y a près de 8800, près de 9000 réunions qui ont été enregistrées sur la plateforme. Près de un peu moins de 3000 ne se sont pas encore tenues. C'est dans ces enceintes que le débat doit se tenir et que nous attendons les Français, encore plus nombreux qu'ils n'y sont déjà venus. Nous avons passé, vous le savez, la barre du 1 million de contributions et la barre des 2 millions de visiteurs uniques sur le site. Nous avons passé la barre du 1 million de contributions et la barre des 2 millions de visiteurs. Tiens donc, on est allé vérifier ce matin. À 8 heures, il n'y avait que 311 000 contributions déposées sur le site du Grand Débat National. On atteint le chiffre du million que si l'on ajoute les 884 000 réponses aux différents questionnaires à choix multiples. La démocratie représentative, il y aura toujours des élus. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils respectent le contrat et qu'ils ne soient pas corrompus. Tout à l'heure, je parlais de corruption douce. Voilà, c'est le fait que les gens, quand ils s'engagent en politique, ils le fassent pour la cause et qu'ils ne le fassent pas parce qu'ils ont été mis là. Aujourd'hui, il y a une certaine perméabilité entre le privé, entre les multinationales et le public qui est très grave. C'est-à-dire que ces gens font l'ENA, ensuite ils se retrouvent par exemple Macron chez Rothschild, ensuite ils se retrouvent Premier ministre, et puis on peut être sûr qu'après le président de la République, il va retourner dans un cabinet de banque ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, il est en train de vendre Aéroport de Paris. Il est en train de vendre Aéroport de Paris à son ancien conseiller de campagne, qui est un PDG de l'American Bank. C'est des exemples très concrets. Et dans toutes les mairies, on a beaucoup de mal à retrouver un nombre suffisant de conseillers municipaux. Voilà. Merci Yann. Si on n'est pas mobilisé derrière, on peut voter sur savoir s'il faut mettre des grillages rouges ou des grillages verts pour les lâches. Ça ne changera rien à notre soumission. Donc je pense que ce qui est important, c'est effectivement d'être mobilisé. Mais après, une fois qu'on est mobilisé, avoir des outils pour voter, c'est important aussi. Enfin, voilà. Il y a un aspect qu'on n'aborde pas, le RIC, si on ne change pas les médias il y a 90% des médias qui sont aux mains de 9 milliardaires, ils vont orienter le référendum dans le sens de leur intérêt. On aime des gens très obéissants, très à quatre pattes, avec la main du papa qui nous passe la main dans les cheveux. On est encore comme des gamins, quoi. On est des votants. On aimerait être des votants. On élit nos grands décideurs, nos grands patrons, ceux qui vont décider pour nous, ceux qui vont nous mettre la cuillère dans la bouche. Mais on est quand même
marchands d'armes, des banquiers, on trouve ça normal. Des gens qui tuent, qui pillent, qui assassinent, qui font couler le sang. Et tout ça, on le trouve normal. Jusqu'à quand? Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Et on leur laissera sûrement pire si on ne bouge pas maintenant. C'est un petit peu les dernières cartouches qu'on a. Ils sont en train de passer des lois qui nous servent dans tous les sens. On ne pourra bientôt plus sortir dans la rue, on ne pourra plus parler, on ne pourra plus payer. Et voilà ce qu'on va laisser à nos gamins, quoi. C'est triste. C'est pour ça que je suis présent. Et voilà, bravo! On lâchera pas! Par contre, non, il y a deux questions. Mais de quoi? Oh! Il vient de faire la truc, là! C'est mon téléphone, de la chanson! Non, après avoir demandé, c'est honteux! Voilà, c'est à cause de vous qu'il est sauté!